16 mois, c'est le temps qu'aura passé Soumeylou Boubèye Maïga à la primature du Mali, conspué depuis des mois par l'opposition puis par la rue. Sous l'impulsion des leaders religieux, sa démission a été acceptée par la présidence malienne peu avant l'examen par l'Assemblée nationale d'une motion de censure du gouvernement. Chose unique au Mali, cette motion était déposée et par l'opposition, mais aussi par la majorité. Le Premier ministre en poste depuis 16 mois donc cristallisait les critiques depuis plusieurs semaines. Le désormais ex-premier ministre a, dans une lettre, remercié le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a en retour salué son sens élevé du devoir, mais bien au-delà de ces salam alek d'usage que traduit le départ de Soumeylou Boubèye Maïga dans un régime semi-présidentiel. Quelle est la part de responsabilité du chef de l'État dans les griefs faits par la rue? Soumeylou Boubèye Maïga est-il un fusible sauté pour contenter la contestation sans cesse grandissante et réclamant aussi le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta? Dans une adresse au peuple malien, le président déclarait récemment que les violences communautaires ne peuvent s'ajouter à celles entretenues par des pseudo-djihadistes et a promis la fermeté et des sanctions envers tous ceux qui s'en prenaient aux populations. Mali, démission de Soumeylou Boubèye Maïga, de quoi sonner la fin de la mobilisation contre la gouvernance d'Ibeka. C'est le premier thème du jour. Ensuite, au Burkina Faso voisin, c'est l'ex-président chassé par la rue qui a écrit au président Roch-Marc Christian Kaboré depuis son exil. Ivoirien Blaise Compaoré aurait, entre autres, réaffirmé sa disponibilité à soutenir son pays pour la promotion de la paix et exprimer sa solidarité au peuple face aux attaques terroristes qui surviennent quasiment au quotidien. Rémi Dandinou, porte-parole du gouvernement, révèle que Blaise Compaoré a appelé à la réconciliation des cœurs et des esprits de tous les Burkinabés, sans exception et sans exclusion. Burkina, lettre de Blaise Compaoré au président Kaboré, pour quelle portée dans un contexte de lutte contre le terrorisme? C'est le second thème du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au plateau du jour ainsi qu'à l'analyse de la démission de Soumeylou Boubèye Maïga au Mali. On revient juste après ceci. Mali, démission de Soumeylou Boubèye Maïga, de quoi sonner la fin de la mobilisation contre le régime du président Ibeka. C'est le premier thème du jour sur ce plateau. Avec nous, d'abord, Élisée Ribella Beladiovi. Bonjour. Bonjour, Johannes Toranou, chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain. Face à vous aujourd'hui, Patrick Amampouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Soumeylou Boubèye Maïga n'est plus le Premier ministre du Mali. Sa tête était réclamée par quasiment tout le monde au Mali. Qu'est-ce qui, selon vous, a favorisé ou acté son départ, Patrick Amampouillon? Déjà, je vous ai dit salut à l'artiste. Salut à l'artiste parce que Soumeylou Boubèye Maïga, rappelez-vous, c'est ce ministre de la Défense qui a déposé Sanogo sans tirer une seule balle. Soumeylou Boubèye Maïga est revenu Premier ministre en un moment où le régime était pratiquement par terre, où rien n'allait dans le pays. Soumeylou Boubèye Maïga a pris la primature, a fait beaucoup. Il a fait beaucoup sur le plan sécuritaire, même s'il y a eu encore des choses qui sont arrivées, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup dans le respect de l'État. Il a fait beaucoup dans le respect des institutions. Il a fait beaucoup dans la lutte contre la corruption. Il a fait beaucoup. Or, vous savez, le Mali est un pays de cousinage, c'est-à-dire un pays où on n'a pas cette habitude de priver les uns et les autres d'un certain nombre de choses. Je donne des exemples très simples. Vous pouvez, le président du Haut Conseil islamique que j'aime bien, il avait un titre officiel à la primature. Soumeylou Boubèye Maïga a mis fin à ça parce qu'il ne savait pas quel rôle il jouait là-bas. Donc tout ça là, qui est bon pour la République, n'est pas pour faire plaisir à tous ceux qui perdent ces privilèges qu'ils ont. Donc il y a eu assez de personnes qui étaient fâchées. Je dirais que il a fait du bon travail, mais il a peut-être fait preuve un peu de naïveté sur le plan
de géopolitique afin de vraiment ne pas tenir compte du fait que tout ce qu'il fait, il faut savoir quand même le faire à des moments donnés. Bref, c'est qu'il a réussi à faire l'unanimité contre lui parce que ceux-là ont un mot à dire dans la façon dont le pays est géré. Voilà, Élisée Bernadovi, c'est une première au Mali. L'opposition et la majorité à l'Assemblée ont déposé une motion conjointe de censure contre un Premier ministre qui est quand même censé être soutenu par la majorité. Oui, ça voudra certainement dire que nous sommes au Mali, dans un pays où on a toujours pris l'habitude de s'entendre pour jouer contre le peuple. Parce que ne l'oubliez pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis Moussa Traoré. Vous savez très bien qu'on a pu entretenir le pouvoir qu'en donnant de pourboire, si je peux m'exprimer ainsi, aux groupes armés qu'on entretient pour continuer toujours à piller le pays. Et vous savez, lorsqu'il y a élection au Mali, ça fait longtemps qu'on n'a pas plus de 15-20% du taux de participation. Et pourtant, le président est élu. Donc, on a pris l'habitude de choisir des individus, des chefs de gang qu'on entretient. Et on laisse maintenant les problèmes réels dans les régions. Et les problèmes, comment on appelle, claniques, ça se renforce dans les zones, les conflits interethniques. Et tout cela, le pouvoir central ne veut pas vraiment y faire face. Et on sait très bien que vous êtes bon pour être président au Mali, pour occuper les bons postes, si vous êtes bien avec la métropole. Ça, c'est également un problème. Le Mali a beaucoup de ressources, mais ces ressources sont exploitées par qui? Suivez mon regard. Donc, lorsque vous vous retrouvez avec un monsieur comme Maïga, moi, je le plains bien parce qu'effectivement, comme le disait mon co-débatteur, il a quand même, en 16 mois, essayé de faire ce qu'il peut pour redresser la pente. Maintenant, lorsque vous avez un pays où la classe dirigeante a pris le temps de tout siphonner, quand vous venez pour dire que vous voulez jouer le moraliste ou le moralisateur, c'est pas toujours évident que vous ayez pion sur rue, et il paye un peu aussi à cause de cela. Il va falloir que quand même le pouvoir malien fasse attention, parce qu'il y a quand même une jeunesse en marche. Et donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et bien des choses, si la barre n'est pas redressée, aujourd'hui c'est Maïga qui part, on retrouve et la mouvance et l'opposition qui vont contre lui, ça pose quand même un problème. Ça voudra dire que ce monsieur quand même a quelque chose à donner encore à ce pays, mais au même moment, certainement, il n'a pas tout l'appareil pour faire le travail qu'il faut pour que les gens comprennent ce qu'il est en train de faire. Mais je pense que ça ne suffira pas et que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on pourra avoir une situation beaucoup plus délicate. Alors, Patrick Abonkolo, nous sommes dans un régime de type semi-présidentiel. Est-ce que c'est un régime semi-présidentiel tropicalisé à l'africaine où c'est le président qui propose et tous les ministres, ou est-ce que c'est réellement la tête du Premier ministre qui a été demandée, et pour quelle raison? Je rappelle que Soumeilou Maïga a quand même eu quelques griefs, notamment une affaire de 50 ou 100 millions de francs CFA envoyés à l'imam Diko, qui a refusé la somme, l'a filmé et l'a renvoyé à la primature. Il y a toute cette histoire-là qui, quand vous parlez de lutte contre la corruption, je me sens quelque peu gêné. Un Premier ministre qui trimballe de l'argent liquide, qui fait des cadeaux, alors que... Qui ne trimballe pas d'argent liquide. Alors que les populations... Alors que les populations sont plus dans le besoin que le Haut Conseil islamique, qui a quand même la latitude d'organiser une manifestation comme il l'a fait. D'abord, le Bénin... Le Togo et autres n'ont pas les réalités des pays comme le Mali et le Sénégal. Le chef de l'État, il a des ressources qu'il donne à la population, qu'il sort. Il n'hésitera pas à dire « je vous donnerai 500 millions, je vous donnerai 1 milliard ». Ils en ont les ressources. Les pays comme le Mali, comme le Sénégal, ils ont des ressources qui permettent d'avoir ces ressources. Maintenant, il s'agit de quoi? Pour un meeting organisé par le chef de file de l'opposition pour la paix, et pas le président du Conseil, pour la paix et la primature, comme dans tous les pays à la caisse noire.
Donc, dans ces caisses noires, c'est-à-dire les fonds réservés à ces genres d'activités, une somme d'argent a été prise et envoyée. Maintenant, c'est vrai, je ne suis pas en train de vouloir dire l'autre a raison, l'autre a tort, mais je voudrais qu'on comprenne de quoi on parle. L'erreur de Soumaïla Boubeï Maïga, c'est qu'il a cristallisé sur lui les griefs contre l'élection présidentielle qui venait de se passer. Vous voyez, aujourd'hui, on ne parle plus de président mal élu. L'opposition, tout ça, c'est le Premier ministre qui est devenu leur bouc émissaire. Il a fait ça, ça arrange le président. Le problème, c'est que le président va le ramener encore à la présidence. C'est ce qui s'était passé. On l'avait enlevé du ministre de la Défense, on l'a amené secrétaire général du gouvernement et de la présidence, et tout ça. Non, mais je crois que lui-même doit avoir le courage de prendre cette distance, parce que ce n'est pas normal que le président de la République ne puisse pas discipliner ses propres députés par rapport à ça. Maintenant, si on le fait partir parce qu'il gêne des intérêts, c'est un monsieur, on ne peut pas dire, c'est pas l'aspect qu'on veut développer ici, c'est pas que c'est un gars propre, c'est pas ceci, non. Mais c'est pour dire que c'est un monsieur qui a de la rigueur. Et au Mali, il est difficile de gérer avec de la rigueur. Parce que, comme il a dit, il y a les arrangements, les cousinailles, les ceci, les cela. Donc tout ça, ça fait que c'est pas évident. Vous allez au Mali aujourd'hui, vous êtes un invité d'un opposant. L'opposant appelle le salon d'honneur, on vous fait passer. Voilà le pays dans lequel on est. C'est-à-dire que c'est pas une affaire de il est opposant, donc on va l'abattre. Non, il y a le cousinage, les relations, les parentés, tout ça qui joue. Vous imaginez au Mali, n'importe qui peut prendre le téléphone, appeler la présidence et dire je veux parler à Ibeka. Et on va chercher le président pour dire qu'il y a un jeune de tel quartier qui veut lui parler. Voilà. Et vous comprenez que quelqu'un de rigoureux comme ça, qui vient comme ça, il lui fallait un peu de méthode, c'est tout. Sinon, il a une vision qui est bonne, mais il lui fallait de la méthode parce qu'il faut tenir compte un peu de la géopolitique, de la géostratégie du milieu, ce qui lui a manqué par rapport à ça. Alors, est-ce que le départ du Premier ministre dans ces conditions-là n'est pas de nature à fragiliser le chef de l'État lui-même ? Oui, de toutes les manières, sa position est déjà fragilisée. Ce n'est pas le Premier ministre Maïga qui en rajoute, pas du tout. Je pense que le problème existait avant la présidentielle dernière et qu'aujourd'hui, le problème se renforce parce que le peuple malien a choisi Ibeka, excusez du peu, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qu'il mette fin à cette situation pas très correcte qu'on a au Mali, et pas que. Mon co-débatteur parlait du Sénégal également, mais précisément dans la situation malienne, puisqu'il y a une crise sécuritaire profonde, on sait très bien ce qu'il faut faire pour arrêter le scandale. On sait très bien qu'il faudra, tout en, pas matant, mais en travaillant pour une plus grande sécurité dans les régions, notamment du nord du pays, au même moment, ouvrir les discussions, et de discussions franches, et non négocier avec des chefs de guerre qui vont faire de la surenchère à chaque fois, et au même moment, c'est le peuple qui est maté, du moins c'est le peuple qui est victime du terrorisme. Et tout cela, on sait très bien également qu'il y a des puissances étrangères qui ont intérêt à ce que la situation ne soit pas stabilisée, puisque ça permet de créer un peu un chaos contrôlé, comme on le dirait en géopolitique, et comment on appelle, siphonner les ressources minières du Mali. En fait, pour revenir plus précisément, je dirais que le président Ibrahim Boubacar Keïta sait très bien ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'il en a vraiment les capacités intrinsèques? Oui, pas intellectuellement, oui, mais est-ce qu'il a vraiment la volonté de pouvoir changer la donne? Je ne suis pas certain. Et cela, il va falloir peut-être une autre révolution, j'en sais rien. Mais ce qui se passe actuellement, ce n'est pas de nature à ce que le peuple malien jouisse vraiment du fruit de ses efforts et surtout bénéficie des ressources minières du pays, parce que ce pays quand même a beaucoup de ressources minières, et si on gérait dans la bonne gouvernance, on aurait une situation tout autre à ce qu'on a aujourd'hui, où on a l'impression que cette histoire de terrorisme est devenue presque comme un serpent de mer. Alors, le chef de l'État, Ibeka,
fait une adresse à la nation récemment. Il parlait il appelait à ce que les violences communautaires ne s'ajoutent pas à celles déjà entretenues par des pseudo-djihadistes. Est-ce que selon vous, IBK reste toujours l'homme de la situation au Mali, ou bien la mobilisation qui a abouti aujourd'hui au départ du Premier ministre doit continuer pour, pourquoi pas, réclamer carrément une alternance à la tête de l'État malien? Ah non, au fait, vous savez, IBK est un vieux de la vieille. IBK était plus rigoureux que Soumaïla Boubèye Maïga. Au temps où il était Premier ministre, un jour il est arrivé à la présidence et les gardes-corps de la présidence ne sont pas mis au garde-vous. Et il a dit au chef de l'État, si les gardes-corps ne sont pas virés, il présente sa démission. Voilà qui était IBK. Mais IBK sait comment il a perdu la primature. C'est donc, quand il est devenu président, il a fait en sorte de ne plus être cet homme rigoureux au risque, parce qu'il a compris que le cousinage a un poids important. Or, en s'abaissant au cousinage, il a rabaissé l'État. Il a fait en sorte que l'État fort, qui devait faire la suite de la crise, on n'a pas eu. D'où la nécessité de faire venir Boubèye Maïga. Boubèye Maïga n'aurait pas été Premier ministre, IBK n'aurait jamais été réélu. C'est pas possible. Il n'aurait pas, parce qu'il n'y avait plus d'État. C'était tombé complètement. Mais le monsieur a redressé la pente. Il a redressé la tête. Ça fait qu'on a sauvé ce qu'on a pu sauver pour aller aux élections. Oui. Maintenant, lorsque j'ai constaté qu'Amadou Diko, le président du Haut Conseil islamique, s'est mis contre Boubèye Maïga, j'ai dit le président a un problème. Il a un problème parce que il est un homme de la situation qui lui gère la primature, mais il sera difficile de résister à cette capacité de mobilisation que le Haut Conseil islamique a et tout ça. Donc, je savais qu'on était dans un dilemme. Maintenant, dans ce dilemme, Boubèye Maïga est parti. Oui, je crois que s'il y a eu cette entente entre le parti et l'opposition, c'est que les rencontres avec Soumaïla Cissé, entre Soumaïla Cissé et IBK, étaient déjà en train d'envisager un genre gouvernement d'union nationale. Ils étaient en train d'envisager quelque chose comme ça. Certainement que Boubèye ne voulait pas. Donc, à partir de cet instant, nous sommes dans un schéma où il va être renforcé, comme il a dit, dans la logique populiste, c'est-à-dire qu'on va mettre tout le monde ensemble, on va continuer de partager le gâteau, on va continuer, et au moins, on ne parlera pas de plus de président mal élu et tout ça. Mais le pays a besoin d'autorité, le pays a besoin de rigueur, le pays a besoin d'État fort. Donc, si nous ne pouvons pas avoir ça, ça pose problème. Et moi, je ne sais pas, parce qu'il a expérimenté beaucoup de premiers ministres avant d'arriver à Boubèye Maïga. Au moins 5. Et quand Boubèye Maïga est venu, je peux t'assurer que Boubèye Maïga, il faut aller à Issoufou Maïga pour retrouver un premier ministre de cette ampleur, de premier mandat de ATT. Le premier ministre qui a refusé d'être premier ministre pour le deuxième mandat, soi-disant âgé et fatigué, c'est lui qui avait cette rigueur. Et je vais vous donner des exemples. Au temps de Issoufou Maïga, on a constaté que quand les gens vont fêter, il faut 2 semaines avant de reprendre le service. 2 semaines avant de reprendre les classes. Mais quand Issoufou Maïga a dit, si le lundi, quelqu'un n'est pas à son poste, il est renvoyé. Si le lundi, les élèves ne sont pas là, il faut les renvoyer. Depuis ce temps, les gens fêtent maintenant et reprennent service. Il y avait cette autorité. Mais lui, le chef d'État avait du respect pour lui parce que c'est le grand frère du chef de l'État. Donc même dans les discours officiels, il appelait grand frère. Donc c'est-à-dire que même si vous allez voir Tété pour se plaindre de Issoufou Maïga, il allait vous dire, bon, vraiment, vous connaissez son parcours, tout ça, il faut qu'on le respecte pour qu'il puisse nous aider à développer le pays. Donc le président IBK n'a pas su jouer le tampon nécessaire pour protéger son Premier ministre, afin que son Premier ministre puisse continuer par impulser cette rigueur. Le problème qui va se poser maintenant, c'est à la fois trouver un homme de la situation, mais en plus de trouver un homme de la situation, il faut aussi qu'on puisse véritablement avoir les coups de franche pour pouvoir continuer sur la lancée, sinon l'État va s'affaiblir encore. Alors, on parle finalement d'au moins 5 premiers ministres depuis 2013. Est-ce qu'on est toujours dans la satisfaction des besoins des Maliens, ou on a basculé déjà dans autre chose, et que faut-il faire aujourd'hui face à cette faillite-là que visiblement tous deux vous constatez au niveau de l'État malien? Oui, moi je ne suis pas certain que le président Ibrahim Boubacar Keïta ait les coups de franche pour faire ce qu'il désire. Je ne suis pas sûr qu'il soit apatride, mais je suis certain
qu'il est obligé de tenir compte des contingences, que ce soit internes comme externes. Et comme je vous le disais, il y a des puissances étrangères qui considèrent des pays, les pays sahéliens, et notamment le Mali, comme un pays où on peut profiter beaucoup de la manne minière. Et donc, dans ce sens, lorsque vous êtes IBK et que vous êtes très proche, notamment de l'Hexagone, vous êtes obligé de signer des contrats pas forcément officiels, mais cela vous amène, bien évidemment, à tenir compte de tout cela pour jouer sur tous les bords, et l'étranger, et également les partis politiques, les groupes armés. Et donc, là, il sait qu'il a un désir de changer les choses. Mais par rapport à la situation à laquelle il fait face, il ne veut pas jouer le martyr, il ne veut pas jouer celui qui gère les choses dans le sens de la volonté du peuple, quitte à ce qu'on le balaye. Donc, il veut jouir, excusez du peu, et donc il est bien obligé de chercher quelqu'un qui peut toujours jouer le jeu, parce que là il est quand même réélu, donc de toutes les manières il ira plus ou moins au bout de son mandat. Donc quelqu'un qui va pouvoir jouer le jeu. Monsieur Maïga a joué le bouc émissaire. Maintenant, il est réélu et on peut continuer les affaires, que ce soit à l'interne comme à l'international. Mais ce qui pose un véritable problème, c'est qu'il faudrait que... Je sais très bien que le président IBK a les capacités de vraiment jouer le rôle qu'il faut afin que la question de la sécurité, qui tient quand même le développement malien en l'état, que cette question soit réglée de façon efficace. Ce n'est pas les forces qui manquent, mais on sait très bien que pour des intérêts géostratégiques, on est obligé de fermer les yeux sur tout ce qui se fait. Parce que lorsque vous regardez bien ce qui se fait dans les zones où il y a de l'insécurité aujourd'hui, c'est des zones qui, curieusement, regorgent de ressources minières. Et donc, on sait très bien que ces trafics-là profitent au pouvoir, profitent aux groupes armés, profitent également à la métropole et bien d'autres puissances. Et donc, le président IBK est là un peu comme un pion, malheureusement. Il sait ce qu'il peut faire. C'est quelqu'un qui, lui-même, dans son fort intérieur, est bien capable de changer la donne, mais aujourd'hui, je pense qu'il est bien lié, et que même s'il y a un Premier ministre qui va venir, il n'y aura pas de miracle. Alors, aujourd'hui, dans cette adresse à la nation, Patrick Amompouyon, le président a promis plus de militaires dans le centre du Mali. Il a promis de débloquer 1 milliard de francs pour tous ceux qui sont en détresse du fait de l'insécurité. Il a promis 12 milliards de francs CFA de plus pour les services sociaux de base. On a l'impression que, visiblement, le président veut satisfaire tout le monde. Le président veut survivre. Aux dernières élections au Mali, voici ce que disaient les services de renseignement français au gouvernement français. Ce n'est pas le bon homme, mais il va passer. Donc, la France était obligée de jouer. Ce n'est pas le bon gars, mais il va être réélu. Donc, le gars sait qu'il n'est pas le bon gars pour les Français. Donc, il essaie de survivre. Parce que si, en plus de ne pas être le bon gars là-bas, à l'intérieur, il perd la situation, vous savez ce qui risque de lui arriver. Donc, il faut faire en sorte de, comme vous le dites, satisfaire tout le monde pour pouvoir ne pas perdre la situation à l'intérieur. Parce que Héribert a tendance à chaque fois lui trouver des accointances avec les pays étrangers. Mais il oublie qu'à l'investiture de IBK, IBK a pris la parole devant le ministre français pour dire il faut qu'on nous respecte officiellement. Donc, on ne peut pas dire que IBK se couche, Non, il essaie de survivre. Parce que le Premier ministre a voulu tout faire bien, sans chercher à survivre, il n'a pas pu survivre. Alors ne demandez pas à IBK, qui est très ancien et très expérimenté, de pouvoir faire ça. Donc, il essaie de survivre, c'est tout. Il essaie de faire en sorte de ne pas tomber, que son régime ne tombe pas. Et ça, on ne peut pas lui reprocher ça. Maintenant, il va falloir trouver quelqu'un qui est suffisamment stratège pour concilier les intérêts du pays avec les choses que les autres exigent et pour lesquels il ne peut pas dire non. Parce que si on a eu des fusils sur ma tempe, je ne vois pas Héribert aujourd'hui en train de prendre la présidence d'un pays et de dire bon, venez me tuer les Français, moi je m'en fous de vous. Non, il faut faire preuve de géopolitique, de géostratégie et tout ça. Et c'est ça qu'il faut
développer le plus. Maintenant, il faut faire en sorte que ceux qui sont dans le pays et qui aiment tirer le drap vers eux ne profitent pas de cette faiblesse chaque fois pour pouvoir tirer l'État à gauche et à droite. Donc, vraiment, c'est pour dire que c'est pas une situation où on peut rester ici maintenant et dire exactement ce qu'il faut faire là-bas, mais on peut décrypter, donner des idées parce que c'est compliqué. C'est tellement compliqué cette situation parce qu'on a un président qui n'est pas en phase avec les Occidentaux et un président qui commence par ne pas être en phase à l'intérieur. Donc ça ne l'arrange pas. Il doit contenter l'intérieur pour que l'extérieur ne puisse pas profiter de l'intérieur pour le faire tomber. Alors, il y a les violences communautaires qui, on va dire, reprennent du poids de la bête actuellement au Mali. À Ogosagou, récemment, il y a eu des centaines de personnes tuées, notamment des Peuls. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi la faillite de l'État par rapport à la gestion sécuritaire du pays? Parce que si Ibeka est encore, je dirais, bon gré mal gré l'homme de la situation, comment est-ce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions? Parce qu'on l'a vu lui-même se déplacer sur ce terrain-là, mais ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait peut-être des années que des Peuls se font tuer, que des Peuls crient et demandent de l'aide sans que personne visiblement ne lève la voix ou ne réagisse pour venir. On attend de constater des enfants, des femmes éventrées, brûlées, abattues, pour réagir. Comment est-ce possible, selon vous? Non, je ne pense pas qu'il faut mettre tous les péchés sur la tête du président Ibrahim Boubacar Keïta. La question de la transhumance transfrontalière est une question globale. Et vous savez très bien que d'un côté, il s'agit pour les éleveurs de passer dans des zones, mais généralement, ce sont des zones cultivables. Et donc, des fois, en passant par là, les troupeaux peuvent endommager. Mais dans le cas d'espèce, c'est un village qui a été brûlé. On est allé tuer des gens qui dormaient dans leur case avec famille et enfants. Attendez. Donc, lorsque, des fois, il y a des cultures qui sont détruites, après, il y a des mesures de représailles. Et donc, c'est ces affrontements-là qui amènent ces rivalités de communauté entre agriculteurs et éleveurs, qui sont des frères, mais par rapport à leur réalité, les autres, ils veulent que le bétail puisse avoir de l'herbe à brouter, mais des fois de la culture à brouter. Et les autres, ils veulent avoir les céréales, ils veulent avoir les cultures pour aller vendre. Donc, les intérêts ne sont pas les mêmes. Et lorsque, des fois, de façon malencontreuse, le bétail quitte son trajectoire et se retrouve de l'autre côté dans les champs, alors il peut y avoir, parce que généralement, c'est tout un grand nombre, tout un châtel. Et donc, quand il rentre dans des champs comme ça, il dévaste vraiment de vastes espaces. Les agriculteurs ne peuvent pas être contents. Donc, en représailles, il peut y avoir des tueries. Donc, c'est la situation globale. Maintenant, la situation sécuritaire, avec l'intervention des groupes armés, ça en rajoute. Parce que lorsque on a maintenant des zones où il y a des groupes armés, alors les éleveurs sont obligés maintenant, des fois, de détourner alors le bétail du trajectoire normal. Parce que des fois, sur le trajectoire normal, il y a des hommes armés. Donc, le fait de détourner le trajectoire, il peut se retrouver dans des champs. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la situation. Et le Mali n'est pas un cas particulier, mais du fait des conflits et des affrontements entre l'armée régulière et les groupes djihadistes et autres, ça en rajoute à la situation générale de la transhumance transfrontalière. Donc, je pense que le Mali, dans sa situation initiale, ce n'était pas déjà facile. Maintenant, avec ce qu'on vit actuellement, il faut dire quand même que le président Ibrahim Boubacar Keïta, comme les pays limitrophes, il tire quand même le diable par la queue, c'est pas facile. Alors, Patrick Abampoyon, dans le cas au Mali, actuellement, il y a des groupes d'autodéfense, des milices qui s'autoproclament défenseurs de telle communauté contre telle autre, qui arrive dans la plus relative impunité à décider de qui doit vivre et de qui doit mourir. Et j'ai l'impression que les autorités maliennes ont laissé pourrir la situation parce que il y avait des cas, il y a des associations maliennes de représentants des peuples qui ont donné de la voix depuis des mois, depuis des années, mais qui visiblement n'ont pas été entendus, n'ont pas été suivis. Et aujourd'hui, on attend de constater le désastre,
on attend de constater 160, 180, des centaines de morts aujourd'hui, avant que le chef de l'État ne se déplace personnellement pour aller constater ce qui se passe dans la zone et ne prenne des mesures. On ne demande au chef... Il ne fasse la langue de bois. C'est-à-dire que avant, il n'a pas pu prendre des mesures. Après, il ne pourra pas prendre des mesures. Pourquoi donc? C'est-à-dire que, comme il a dit là, il a hérité d'une situation pourrie partout. Mais regardez, aujourd'hui, on a plus ou moins maîtrisé le nord. On a plus ou moins maîtrisé le sud. On est en train de maîtriser le centre. Et quand Boubaye Maïga est venu, il n'y avait même pas d'armée. Maintenant, il est en train de reconstruire l'armée. Aujourd'hui, on ne dit plus que l'armée est ridicule quelque part. L'armée est ridicule quelque part. Au moins, on respecte l'armée malienne aujourd'hui de nouveau. On respecte pourquoi? Parce qu'il a enlevé les politiciens dans la chaîne de commandement. C'est ça qu'on a dit ici qu'il faut faire depuis. Il a laissé les militaires s'occuper de la chaîne de commandement. Maintenant, l'armée est en train de monter en puissance. Maintenant, l'armée monte en puissance. Mais il y avait une situation pourrie où on avait fait des groupes armés, soi-disant pour aider l'État. Et vous imaginez, il ne peut pas dissoudre ces groupes. C'est tout ça qui travaille contre lui. Parce qu'en dessous, il travaillait à dissoudre ces groupes-là et à laisser l'armée prendre la relève. Et ça aussi, ça gêne des intérêts. Il y avait des politiciens derrière, il y avait des gens derrière. Donc, vous savez, la situation du Mali, moi, ce qui m'inquiète, c'est que nous risquons d'avoir une situation plus pourrie après le départ de Boubaye Maïga. Parce qu'au moins, Boubaye Maïga était en train de corriger, même si c'est un petit coup. Maintenant, on va nous amener, je ne sais pas qui, un fanfaron qui est là, qui n'a pas le poing. On a fait des premiers ministres qui n'ont même pas les poignes de ministre. Donc, on a mis chapeau là, et puis, chose là. Mais vous allez voir qu'avec Boubaye Maïga, le président a dû le laisser faire parce que c'était un vrai premier ministre. Alors qu'avant, on avait des premiers ministres où, bon, c'était juste un petit ministre qu'on met là-bas, comme chapeau, tout ça. Donc, bref, la situation n'est pas facile. Nous ne pouvons pas leur donner des leçons de l'extérieur, mais nous disons, il faut que nous trouvons les voies et moyens de trouver quelqu'un qui a autant de rigueur, autant de constance, autant de sérénité dans la tête, quelqu'un qui peut construire quelque chose vers un État fort, parce que le Mali doit devenir un État fort dans la région du Sahel. Alors, le RPM, le parti au pouvoir, qui ne s'est globalement, a dit, ne s'être jamais senti associé à la gestion du pays, a donc retiré sa confiance au Premier ministre, a marqué une frustration croissante aussi. Est-ce que aujourd'hui le Premier ministre doit être issu de ce parti-là, ou bien on doit trouver un Premier ministre de consensus qui peut, pourquoi pas, être issu de l'opposition politique malienne, puisque visiblement, quand l'opposition et la majorité s'associent pour déposer une motion de défiance contre le Premier ministre, c'est que visiblement il y a des tractations en sous-main. Non, mais je pense qu'il n'aura pas de difficulté particulière. Le président Ibeka, le président Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas né de la dernière pluie, donc j'imagine que il y aura quelqu'un pour assumer la responsabilité, pour faire le job, si j'ose m'exprimer ainsi, parce que quand même ça fait mal d'entendre que le Mali vit une telle situation. C'est quand même, si nous remontons très très loin, avant même des civilisations occidentales, c'est quand même l'empire Madingue, tout ça, ça nous rappelle bien des choses, même si on n'était pas né, on a lu l'histoire, et donc non, on souhaite que ce pays quand même qui est formé, nous avons le Burkina, le pays des hommes intègres, mais on a quand même le Mali, des gens très fiers, et donc des gens qui savent quand même comment gérer une structuration administrative et politique extraordinaire dans des centenaires dans le passé. Je pense que le Mali a les ressources nécessaires pour vraiment se redresser. Il va falloir quand même que les uns et les autres se regardent en face et règlent les problèmes réellement. Parce qu'il y a des problèmes. On est bien obligé aujourd'hui, dans ce 21e siècle, de tenir compte des réalités du moment. Si on veut donner un avenir au peuple malien, à majorité jeune, on est bien obligé de cesser, d'amoindrir au moins le jeu de copinage dont on a parlé durant toute cette émission, d'amoindrir au moins ce jeu-là et de prendre les questions de front, et qu'il y ait quand même une volonté, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, de travailler pour
pour l'État malien, pour le peuple et non pour des intérêts égoïstes de clans et autres. Je pense qu'en faisant ainsi, le président Ibrahim Boubacar Keïta va pouvoir bien finir son mandat et surtout que la suite sera bien. Mais tant que c'est le statu quo, ça sera difficile. J'ai bien l'impression qu'au Mali et même qu'au-delà du Mali, il va falloir que près de 30 ans après les conférences nationales et également le renouveau démocratique qui a démarré partout, qu'il faut de nouvelles concertations pour redéfinir les bases de nos républiques. Voilà, c'est la fin déjà du premier plateau du jour. Place à la lettre qui fait réagir au Faso. On revient après la virgule. Burkina, lettre de Blaise Compaoré au président Kaboré pour qu'elle portait dans un contexte de lutte contre le terrorisme. C'est le second thème du jour, un débat qui se poursuit avec vous, messieurs, Patrick Armand-Pouillon, Élisée Belabel Adjovi. Patrick Armand-Pouillon en exil et accusé de connivence avec les groupes djihadistes plusieurs fois. Le président, l'ex-président Blaise Compaoré, redonne de la voix, cette fois-ci pour une invite à la paix et pour marquer sa disponibilité à aider à la reconstruction de l'État burkinabé. Vous savez, d'abord, il y a une chose que les analystes ne prennent pas en compte. Les terroristes qui attaquent le Burkina aujourd'hui ne sont pas les terroristes au moment où Blaise Compaoré était aux commandes. Imam ceci, imam cela, ça n'existait pas. Nous avons MLLA, nous avons et ceci, CMA, tout ça, mais on n'avait pas ces groupes-là. Donc tous ceux qui pensent que c'est lui qui est en train de dire à ses amis de venir et tout ça, non, sont en train d'ignorer cet aspect. Là-bas, il y a une reconfiguration des groupes terroristes. Parce que l'intervention internationale, tout ça, a décimé une bonne partie de l'ancien groupe. Les MLA s'est retrouvé chez lui, à Kidal là-bas, et Sikoski est surveillé avec des drones et tout ça. Donc venir jusqu'à la frontière Burkina, c'est pas... Donc bref, il y a une nouvelle configuration. Et donc, le rôle de Blaise Compaoré ne peut pas être directement un rôle, je vais parler aux terroristes, je vais vous dire comment les combattre. Non, ce type de terroriste, il n'a pas géré. Mais le rôle de Blaise Compaoré à travers cette lettre, ça peut être un rôle politique. Pourquoi? Vous savez, un ancien chef d'État n'est pas n'importe qui. Et aura toujours des gens qui continueront de se réclamer de lui. À partir de cet instant, étant donné que les terroristes sont hébergés dans des maisons, les terroristes sont hébergés dans des endroits, quelles sont les motivations de Burkinabé qui hébergent ces gens-là? Ça veut dire qu'il faut chercher par tous les moyens à taire les motivations qui peuvent amener un Burkinabé à collaborer avec ça. Et pour ça, il faut rassembler tout le monde. Et donc, cette lettre qui ne devait même pas arriver avant que le président même n'envisage ça. Il a demandé des réflexions, il a demandé des débats, il a demandé de ceci. Mais Blaise Compaoré, qu'on le veuille ou non jusqu'à présent, doit valoir au moins 30% des Burkinabés. Et donc, si vous écartez 30% des Burkinabés et que vous dites que vous voulez faire des assises nationales, c'est pas comme ça. Il faut rassembler. Et aussi, je vous ai demandé à tous les hommes d'État de savoir s'élever au-delà des considérations partisanes et tout ça, et de penser nation. Parce que si on pense nation au Burkina, tout le monde va s'asseoir, on va travailler. Mais si on pense élection présidentielle à venir, on va faire des calculs qui vont faire que la situation va s'éterniser davantage. Alors, Blaise Compaoré affirme sa détermination et sa disponibilité à soutenir son pays pour la promotion de la paix. Mais la première chose qu'on attend, c'est pourquoi pas qu'il rentre pour déjà régler les affaires pendant devant la justice qui le concerne. Je pense que je suis perplexe et face à ce courrier de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. D'un côté, je trouve que c'est bien parce que quand même, il s'agit de Blaise Compaoré, cet homme qui a eu quand même des décennies à gérer le pays. Il s'agit de Blaise Compaoré qui était médiateur dans beaucoup de crises que des mauvaises langues disent qu'il entretient. Blaise Compaoré, c'est quelqu'un aussi qui a entretenu avec son pays une base arrière de groupes djihadistes, que ce soit les mêmes aujourd'hui ou non.
Et donc, on ne peut pas gérer la situation sécuritaire au Burkina Faso en faisant fi de toute cette période-là où il a été vraiment, à la limite, un chef de gang. Même si ce n'est pas exactement ça, il était le président de la République du Burkina Faso. Mais en même temps, d'un autre côté, je suis perplexe parce que est-ce qu'on fait fi du... Voilà, on fait table rase, on met dans pète et profit tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Personnellement, j'ai toujours eu une position par rapport à des pouvoirs qui ont été à la fois autocratique et également prédateur de ressources internes. Et il ne faudrait pas forcément emprisonner les gens. Je ne pense pas que ce soit ça qui soit important. Mais il faudra quand même faire l'état des lieux. Si des gens ont subi des exactions, si des gens ont été victimes de tracasseries, si des gens même... Il y a eu des crimes de sang. En plus, il faut quand même que les gens fassent le deuil, qu'on ne donne pas l'impression que l'État est là pour détruire les vies. On a décidé de choisir des gens pour nous diriger. Il faudrait que ceux-là nous rendent compte. Donc, dans le cas précis du Burkina Faso, aujourd'hui, il faudrait quand même que Blaise Compaoré, en dehors de ce qu'on veut, qu'il aide à ce que la situation s'améliore sur le plan sécuritaire. Et il faut qu'il y ait, je ne sais pas si c'est vérité, réconciliation ou quoi. En tout cas, il doit pouvoir faire le régime antérieur, le régime de fin doit pouvoir faire son mea culpa par rapport vraiment à la mauvaise gouvernance, mais au-delà, à des dizaines et des dizaines de dossiers de crimes de sang non élucidés, au moins ne serait-ce que dire pardon aux gens qui ont été victimes de ceci ou cela. Sinon, alors on va perpétuer ce genre de situation. Et je pense que pour la survie d'une république, ce n'est pas une bonne chose. Donc, pour me résumer, oui, pourquoi pas, Blaise Compaoré n'est pas n'importe qui au Burkina Faso. Blaise Compaoré n'est pas n'importe qui dans la sous-région. Et sur le plan international, on a vu quand même à plusieurs reprises qu'on a fait recours à ces services pour amener la paix peu ou prou dans bien des régions du continent, et donc qu'il apporte sa pierre à l'édifice dans son pays qui est le Burkina Faso. Je pense que le Burkina Faso est son pays, il n'y a aucun doute là-dessus, et donc oui, c'est important. Maintenant, de l'autre côté, je ne suis pas sûr que pour l'avenir du Burkina Faso, qu'il soit bien qu'on fasse table rase du passé sans au moins rouvrir les dossiers et que chacun dise ce qu'il a fait et demande éventuellement pardon. Alors, Patrick Pouillon, est-ce qu'aujourd'hui Blaise Compaoré ne doit pas répondre d'un certain nombre de dossiers au Burkina Faso? On a vu l'homme se réclamer d'être ivoirien aujourd'hui. On sait que la Côte d'Ivoire n'extrade pas je dirais, des citoyens de son pays vers d'autres pays. Il faut qu'il y ait des accords ou possiblement que la peine de mort ne soit pas mise en application dans ces pays-là. On sait qu'il y a tout un flou qui, je dirais, s'orchestre autour de ces affaires-là. Est-ce que Blaise Compaoré ne doit pas déjà répondre de tout ce qui lui est reproché avant de parler réconciliation, avant de mettre son expertise, si tant est que cette expertise-là est toujours valable à la disposition du peuple? Vous savez ce qui me fait rire souvent, c'est que on dit à Blaise Compaoré de venir se justifier, mais on n'a rien. On n'a rien. On n'a pas le corps de Thomas Sankara. On dit quand il n'y a pas corps, il n'y a pas crime. On n'a pas le corps. Jusqu'à présent, c'est Blaise Compaoré qui connaît la vérité. Donc, comme il l'a dit, faisons un deal pour qu'il parle, pour que les familles entendent au moins comment leur fils est mort, pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais tant qu'on ne fait pas de deal avec lui, il ne parlera pas. On n'a pas fait de deal avec Djedjeré, il ne parlera pas. Résultat, on n'a rien. On dit on veut juger des gens, mais on n'a rien. Résultat, s'ils rentrent dans le pays, on va les mettre en prison et on va tourner en rond des années parce qu'on n'a rien pour les juger. Ils ont tout verrouillé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que le président se mette au-dessus et crée une commission pour que vraiment les gens nous disent la vérité de ce qui s'est passé. Les familles n'ont pas besoin que quelqu'un aille en prison. Ils ont besoin de savoir comment leurs enfants sont morts. Ils ont besoin de savoir qui a fait quoi. Et vous ne pouvez pas savoir qui a fait quoi tant que vous parlez de procès alors que vous n'avez rien dans le dossier. C'est eux qui connaissent. Il faut faire un deal, il faut discuter. Et c'est ça. Quand on parle de réconciliation, on ne parle pas de perte de profit. Non, justement, la réconciliation vise à savoir ce qui s'est passé réellement.
Parce qu'on n'a pas de corps. Le corps qu'on a retrouvé, on a fait autopsie, on dit on ne peut pas savoir si c'est Thomas Sankara ou pas. Si on n'a pas de corps, on n'a pas l'âme du crime, comment vous voulez défendre ça au tribunal? Comment on veut juger ça? Donc problème. Résultat, il faut faire un deal pour que les gens viennent parler, qu'ils viennent dire la vérité, qu'ils viennent demander pardon comme il a dit au peuple, qu'il y ait des amendes, des ceci et tout ça. C'est-à-dire qu'on trouve un canal permettant aux gens d'affronter la justice. Parce que cette justice qui veut condamner coûte que coûte, alors qu'elle n'a aucun dossier, les autres aussi ne vont pas aller se mettre dedans. Donc il faut vraiment qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Et ça, le Burkina a besoin de ça. Au-delà des attaques, il a besoin d'un sursaut. Nelson Mandela n'a pas encouragé le crime. Non, il a fait en sorte que le crime ne soit pas une justification pour de nouveaux crimes. Donc il a fait en sorte qu'on ait la vérité et qu'on avance. Je crois que le Burkina a besoin de ça. Alors voilà, Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, a aussi déclaré que si Blaise Compaoré veut aider, il ne faut pas refuser. Le CDP, le parti de l'ancien président, a aussi estimé que cette lettre est une valeur ajoutée dans la démarche de la réconciliation. Ce sont les propos de Eddy Koboigo, le président de cette formation. Ablassé Ouedraogo aussi est du même avis. C'est un acte de grande sagesse. Selon lui, ce sera déjà la fin de ces deux plateaux débats pour le compte de votre émission Angle de Vue. Merci à vous, chers invités. Était sur ce plateau Élisée Belabel Adjoubi, journaliste internationaliste. Vous êtes également écrivain. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. À très bientôt pour un autre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.